Et cette semaine, on reçoit Ariane Moffat, autrice, compositrice, interprète. Si vous avez un mot, une question pour elle, écrivez-nous dans la messagerie. Je vais vous lire tout au long de notre discussion. Bonjour Ariane. Bonjour Marie-Ève. Ça ressemble à quoi ton printemps? Ça ressemble à là, une petite accalmie suite à la sortie de mon album Air de jeu qui était en fin mars et où là, j'ai fait pas mal de promos. Puis en même temps, vu que je l'ai sorti en surprise, il fallait que je monte le show. Alors là, c'était comme un peu beaucoup intense. Dans mon horaire. Et là, c'est comme si le show est monté. On a commencé à faire des dates. Puis là, je retrouve un peu, tu sais, je viens de voir aujourd'hui, mais je sais plus aller au gym à matin. Je vais voir la première ce soir de Deux femmes en or. C'est le fun d'avoir un petit peu de moments pour profiter du non-printemps qu'on vit. Hey, non, mais c'est vrai. Hey, fais-tu frette aujourd'hui? Ça n'a aucun sens. Mes enfants sont partis dans une petite classe verte pour des 2 jours jusqu'à demain. J'étais comme, bon trip, les gars, dans la grisaille, le fret et la pluie. Est-ce que tu as sorti le bas de soute, comme on dit? C'est ça, le bas de soute, les tucs. Mais je me demandais, justement, parce que ton album est sorti fin mars, comment tu te sens quand t'accouches d'un album comme ça? Qu'est-ce qui se passe après pour une artiste comme toi? Est-ce que tu vis... je sais pas moi, une excitation, après ça, une espèce de down, un deuil. Je fais la comparaison parce que je fais du documentaire. Des fois, je travaille très longtemps, exemple, sur un balado. Il sort, t'es content, mais après ça, c'est particulier ce qui se passe. Qu'est-ce que tu ressens, toi, après? Tu décris bien ça. Ça dépend des albums. Je te dirais que dans le parcours de mes 25 années de musique, d'un album à l'autre, ça peut changer selon où tu es dans ta vie, comment tu te sens par rapport à ce que tu as envoyé aux gens, le retour. On dirait que pour cet album-là, j'ai été jusqu'à la dernière seconde là, vraiment intensément impliquée dans la production. Là. On a fait, là, les gens ne savent peut-être pas c'est quoi la dernière étape, un peu comme la coloration en cinéma, le mastering. J'en ai fait 3 différents. T'sais, j'avais de la misère à lâcher puis à être complètement satisfaite. Puis à partir du moment où c'est lancé, j'étais bien avec l'album. J'ai senti tout de suite un retour à un son aussi électropop que peut-être les gens avaient manqué un peu parce qu'avant, j'avais fait Incarnat qui était très intimiste, plus piano-voix. Puis là, je chantais qu'ils retrouvaient leur Ariane un peu. Puis là, ça m'a super fait du bien de sentir ces échos-là. Et j'ai pas eu... C'est sûr que j'allais plus au studio. Tu sais, moi, je suis toujours au studio tous les jours. Je travaillais sur l'album comme un sprint final. Puis là, c'est comme, OK, là, je fais de la promo. Je ne vais plus faire vraiment de la musique. Mais je vivais l'ivresse d'être contente d'avoir fait quelque chose en synchronicité avec où j'étais, comment je me sentais, d'être fière. Puis de sentir le fait que je l'ai fait par surprise, ça a déstabilisé plein de rouages. J'étais moins dans mes pantoufles, dans la façon de présenter l'album, faire de la promo. Fait que là, j'ai pas de down. Je sais pas si ça va me pogner à un moment donné, mais je suis vraiment contente. J'apprécie énormément le privilège que j'ai d'avoir encore un public qui s'intéresse à ce que je fais, de pouvoir faire la promo pour en parler, de faire des shows dans des petites salles. Ma réponse est longue, mais j'ai bien des choses à dire. Allez, vas-y, on a du temps, c'est ça la bonne nouvelle. Ben oui. Mais je retourne un peu comme à mes débuts, c'est-à-dire que j'ai commencé mes rodages Minotaur à Gatineau, demain je suis aux Haricots à Saint-Hyacinthe, des petites places avec des crowds de 250 personnes max, des gens debout. Et j'ai l'impression que je revis un peu mes débuts. C'est comme si on repart en rodage comme ça, puis là, je vais faire des festivals, puis ça va juste augmenter les jauges de salles, mais ça me fait vraiment plaisir aussi de revenir à un contact intimiste avec le public. C'est quelle étape que tu préfères dans tout le processus? Écoute, j'ai énumère, dans ma tête, puis autant le premier spark, le premier éclair d'inspiration qui mène à un album est vraiment excitant parce que là, t'es pas dans le jugement, tu laisses aller puis t'es énervé. Autant ça, en studio, j'adore ça, monter un show, j'adore ça. Même faire de la promo, je veux dire. Oui. J'aime ça. J'aime les gens. Je voulais étudier en ATM à Jonquière, moi. Ah, je savais pas. Oui, j'ai beaucoup hésité entre les deux. Fait que mon petit côté média est... Hey, attends, on va en parler. Comment ça se fait que tu voulais aller arts et technologie des médias au Cégep de Jonquière? Moi, j'ai eu la chance de la faire, la formation. Moi, quand j'étais au secondaire, là, j'étais dans la télé communautaire, la radio communautaire, puis je m'impliquais dans bien des affaires, puis j'ai vu ce programme-là qui, à l'époque, mi-90, en tout cas, il était peut-être pas récent, mais c'était super attrayant comme programme parce que ça m'intéressait, ce monde-là. Mais en même temps, je composais des chansons, puis j'avais ça aussi. Puis l'autre, je voulais être pédiatre, mais là, j'avais pas vraiment les notes en maths. Pédiatre? Hey, c'est vraiment varié, hein? Ben quoi que les médias le sont. Oui, c'est sûr. La communication. Mais les enfants, je pense que là, c'était le soin puis mon amour des enfants puis tout. Mais ce que ça représentait réellement, j'ai fait j'avais des bonnes notes, mais pas... Anyway, j'ai eu un peu peur aussi d'aller en musique. Je me disais, mon Dieu, ça va être un milieu précaire? Je me vois pas manger du beurre de pinot toute ma vie. Puis c'est vraiment ma mère qui m'a dit...
ah ouais, va voir, puis si c'est pas ça, tu feras tes sciences ou whatever, mais elle m'a aidé à juste arrêter d'avoir peur puis aller faire ce que j'aimais le plus, finalement. C'est comme ça que tu as pris la décision. C'est ta mère qui t'a dit go. Ouais, c'est ma mère qui a été vraiment cool parce que mes deux parents sont en pédagogie, ils sont pas du tout dans le milieu des arts, mais ils ont toujours eu cette espèce de naturel de dire la fameuse phrase de ma mère. J'ai mis 3 beaux enfants au monde, ils ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à la vie. Mais elle l'a appris. Wow! Ça vient de Khalil Gibran, un peu déformé, là, mais c'est sa phrase. Puis à tous les anniversaires, on le répète. Mais c'est un beau dégagement, oui, je trouve. Elle l'a appliqué, elle. Exactement. Puis ça, c'est pas un détachement. Comme non. Tu dis, c'est un dégagement. Je trouve ça plus précis. Puis ça reflète bien ce rapport-là qu'elle a eu à laisser leurs enfants être ce qu'ils sentent qu'ils sont. Puis pour nous, c'est un reflet de grande liberté de pouvoir explorer. En gros, je t'ai pas mal parlé de mon choix de carrière. Mais tout ça pour dire que mais oui. Pas de regret, sérieux. C'est une des plus grandes chanteuses québécoises de notre époque, Ariane Moffat. Non, mais pour vrai. Ah, ben j'aurais peut-être été une grande animatrice télé, qui sait? Ben, il y a de bonnes chances. Je pense qu'un choix ou l'autre, il y aurait eu du succès. Mais si on revient à ta question... Tes chansons nous auraient manqué beaucoup. Ça, je tiens à le dire. Puis moi, quand la question que j'ai répondu très longuement, c'était qu'est-ce que tu aimes le plus? Dans ce métier-là, il y a tellement de métiers dans un auteur, compositeur, les shows, la production, que ça nourrit toutes sortes d'aspects de ma personnalité. Fait que j'aime toutes les bouts. Album Air de jeu, qui est tout juste de paraître. Écoute, c'est l'album de l'été, là, on va se le dire. Hey, mais mention à DJ Montage, là. Mario Gélanglois, qui travaille à la mise en onde sur l'émission, qui a travaillé sur ce montage de tes pièces musicales. Hey, c'est un beau compliment, ça, Mario. J'ai entendu la subtilité, les fils de bass et tout. C'est bien enchaîné. C'est le fun. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cet album-là? Ah là là, qu'est-ce qui m'a inspiré? Je pense que j'ai attendu avant de me lancer sur un album après l'ancien qui était très pandémique et j'ai eu envie d'un album. Oui, je parle du jeu, je parle de la joie en résistance, de retrouver quelque chose d'assez inclusif pour le monde, tu sais, de très pop. Dans ma phrase, je me disais, je veux pas de fillers, je veux pas de chansons qui soient comme « Ah, on la skip celle-là » ou j'avais le goût de revenir à quelque chose d'assez universel, fédérateur. Mais aussi, on ouvre l'album sur cette espèce de concept du pleurir qui est expliqué par une voix générée par l'intelligence artificielle avec qui on s'est amusé de nous dire qu'est-ce que le pleurir sur toutes sortes de tons d'émotions. Et ça exprime un petit peu, c'est drôle de se faire expliquer une émotion par une machine, mais ça exprime un peu tous ces paradoxes-là d'émotions qu'on traverse dans la vie qui, des fois, sont durs à accueillir ou à, tu sais, la joie qui cohabite avec la tristesse et tout ça. Puis c'est comme si c'était une traversée, cet album-là, de dire... C'est correct, on passe par tout ça. C'est intense, c'est paradoxal ce qui se passe en nous, mais c'est bon. Puis ensemble, on peut vivre et assumer tous ces états intenses, émotifs. C'est un peu un petit voyage comme ça pour dire acceptons-nous comme au lieu de se battre contre toutes ces émotions-là, acceptons-nous telles qu'elles nous traversent. Puis ça finit comme l'épilogue. C'est un peu comme, j'imagine, une gang de chums de filles qui part dans la rue un peu tipsy puis qui se disent ça va bien aller. Mais le moment est tellement bien choisi pour cette espèce de message de fédérateur que tu souhaites. On en a besoin. Ben oui, je pense comme au bon moment. Est-ce que c'est ça aussi qui est un peu à la base? Oui, c'est peut-être mon petit côté aussi qui voit le verre à moitié plein tout le temps. Je me dis, si on ne se met pas dans une posture, dans un choix de dire quels sont les éléments auxquels on peut se raccrocher pour essayer de rester du côté de l'espoir, des petites joies. Tu sais, c'est un choix aussi. Puis comment on peut arriver à faire ça? Bien, le symbolique du jeu, c'est une façon d'être dans la rencontre avec l'autre, d'être dans le moment, de se créer des petits moments comme ça en présence, puis qui peuvent finalement semer de la joie dans un monde où il faut travailler pour cultiver tout ça, là. Ce sont quoi les réactions jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on t'en parle de l'effet que ça a sur tes... tes auditeurs, spectateurs. Oui, c'est ça qui me touche quand tu me demandais comment je vis le post-lancement. C'est ces petites réactions-là de dire j'ai écouté ton album dans le métro, ça m'a fait pleurer. C'est tellement le sens de ce qu'on fait. Dire on crée une chanson, tout ce qu'on veut, c'est aller résonner dans le cœur de quelqu'un puis de sentir que ça crée un moment émotif ou qui apaise. C'est juste ça. T'sais. Après ça, c'est du gravy, mais ça, de toucher ça, de retrouver le public comme ça m'émeut beaucoup. Puis je pense que oui, cette espèce du jeu, je pense que les gens ont besoin
c'est ça. Oui, puis ça fait son effet. Je lis quelques commentaires. Geneviève nous écrit. Il y a beaucoup de commentaires. All right, j'aime ça. Ariane, tu es une grande chanteuse. Ça, c'est vrai, mais tu es probablement la meilleure musicienne, autrice, compositrice, interprète au Québec. Tu vas chercher des sons, tu fais des arrangements musicaux que personne n'est capable de faire. Tu es vraiment ça à coche. Capable de faire, j'aime ça, là. Une performante. C'est ça. Il y a Patricia qui nous écrit et dit « Selon moi, Ariane est la plus grande artiste féminine au Québec, avec son pendant masculin, Daniel Bélanger, avec qui tu as commencé par ailleurs. Elle dit « Elle est aussi une très grande musicienne, impressionnante, vraiment. Je vous aime beaucoup, Ariane. Contente de vous entendre aujourd'hui en entrevue. » Je rougis pour les gens qui ne me voient pas et qui écoutent seulement. Ça me gêne, moi, de recevoir des beaux commentaires comme ça. Ben là, il faut que tu te prépares parce qu'il va y en avoir beaucoup d'ici midi. Je suis venue me faire lancer des fleurs. Cette auditrice nous ouvre une belle porte. Parce qu'elle dit, avec son pendant masculin, Daniel Bélanger, si je ne me trompe pas, quand tu as lancé ton album, ton premier, en fait, tu as commencé avec Daniel Bélanger en première partie. Oui. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, je t'ai connue à cette époque-là, vraiment. Ouais. Parlant de première partie, mon collègue Patrick Lagacé, salut Patrick, si tu nous écoutes, a fait une chronique qui a mis le feu, comme on dit, il y a quelques semaines, 2 semaines environ, où il disait qu'il allait voir des spectacles, des shows, puis que les premières parties, il trouvait souvent trop longues, que ça commençait trop tard, puis lui, réduirait ça au minimum. Puis, tu sais, quand on veut pas, lui, quand il décide de payer pour des billets, c'est la personne principale qui a annoncé qu'il veut aller voir, pas nécessairement les premières parties. Puis là, en réponse à ça, quand je dis que ça a mis le feu... Non, j'ai tout vu ça aller, inquiète-toi pas. Ça a commencé avec moi, avec Patrick ici à la radio. On s'est parlé, il n'y a pas eu d'écho à ça, mais je veux dire, il a un peu testé l'eau chaude avec moi en entrevue. Là, raconte! Non, mais il m'a exposé. Il dit, je veux faire une chronique là-dessus. Le sujet m'intéresse parce que j'ai vécu ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Là, je mentirais de dire que j'ai pas... Tu sais, je me suis pas montée aux barricades parce que, je veux dire, j'étais en entrevue avec Patrick. C'est pas ce qui te tentait sur le moment. Exactement. Puis je veux dire, moi-même, je m'assure tout le temps de savoir, tu sais, à peu près c'est quoi le setup. Si je vois avec mon fils de 7 ans, ce sera pas pareil, c'est une première partie. Puis je sais que, sauf qu'en même temps, j'en mets des premières parties parce que c'est un facteur de découvrabilité important. Et j'ai compris la grogne du milieu qui s'est senti un peu vargé dedans dans un état hyper fragilisé, notre écosystème et tout ça, et que il y avait peut-être un ton qui était axé sur sa réalité à lui, mais qui peut-être ne faisait pas écho à la réalité générale, ni du milieu, ni de d'autres personnes qui considèrent aussi que quand on rentre dans un show, on accepte un peu de tout laisser. Que ça fait partie de l'événement, si on veut. Fait que je pense qu'il y a de tout pour tout là-dedans. Face à la grogne, c'est sûr que le fait de rappliquer en restant fâché aussi, ça n'a pas aidé. Oui, parce qu'il a fait une suite. C'est ça. La suite était peut-être... C'est du Patrick Lagacé tout caché, tout craché. Exact. Mais bon, après ça, je pense que ça a donné l'occasion au milieu aussi de se serrer les coudes aussi, à travers tous les échos qu'il y a eu. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis de mettre en valeur les premières parties. Ouais, parce que ça peut être perçu comme une provocation, mais ce que ça fait, c'est qu'on en parle, puis ça permet de dire voici pourquoi c'est important. Moi, je trouve que... Moi, les louanges ont ouvert pour moi en début de carrière. Milk and Bone, je vais avoir Lia Curie, qui est une artiste fantastique au MTLUS le 23 octobre. Puis toi-même, t'as commencé comme ça. Complètement. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi. C'est comme ça, tu t'es fait connaître. Exactement. Bon, voilà, mic drop, t'as tout dit. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que, tu sais, moi, je commençais avec Daniel, je faisais mes 3 chansons d'Aquanaut, je déposais la guitare, puis j'allais commencer dans un Spoutnik au clavier avec lui. Fait que je suis exactement le produit d'une première partie qui peut faire des petits, finalement. C'est ça. Mais si on veut trouver du positif dans ce qui a été fait, c'est justement, moi, je vais voir les premières parties différemment à partir d'aujourd'hui. Parce que je fais pas partie du milieu musical, je vais voir des spectacles. Les premières parties, pour moi, je les écoute, j'aime ça. Des fois, je découvre des choses, mais je comprends pas toute la signification. À partir de ça, cet événement-là, maintenant, on dirait que je vais encore plus m'engager. Tant mieux. Comme quoi, ça peut être constructif aussi. C'est des petites bombes qui sont posées comme ça parce que ça suscite le dialogue. Puis ça a été bien que le milieu aussi s'exprime à travers ça. La voix que vous entendez, c'est celle d'Ariane Moffat, autrice, compositrice, interprète. Vous avez un mot, une question pour elle, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Tu dois savoir que chaque fois que j'ai l'occasion dans cette émission, je joue ta reprise de Nuit magique. Marie-Ève danse en ce moment. Elle est debout sur sa chaise presque.
J'aime vraiment beaucoup cette chanson. Pourquoi avoir eu l'idée de faire cette reprise? Écoute, il y a une petite histoire, hein? Puis je dis toujours que c'est rare que les brainstorms dans des shows télé sont bons, mais là, il y en a eu un méchant bon pour la première de Je viens vers toi, animée par Marc Labrèche, ton talk show. Ils avaient l'idée de faire une perfo un peu kitsch, puis ils brainstormaient sur des choix de chansons, puis ils m'ont demandé, ça te tenterait-tu de faire Nuit magique? J'étais comme, quelle bonne idée, Catherine Lara, reprendre ça. Puis là, j'ai tout de suite tout. C'était un peu quand l'époque où Dua Lipa avait repris la chanson de Elton John, tu sais, de reprendre un classique puis d'y donner un petit beat radio puis tout ça. Fait que j'ai monté cette version-là, j'ai fait en perfo, puis après, je me suis dit, faut que je la sorte. C'est trop un bon flash de reprendre cette chanson-là. Fait que je l'ai produite en studio, puis je l'ai sortie à la radio, puis elle a fait son chemin. Puis là, dans la tournée, évidemment, tu vas pouvoir venir danser au MTLUS le 23 octobre. Je vais venir. Avec une petite première partie, là, mais pas trop tard. Je vais l'adorer. Et d'ailleurs, il y a tellement de réactions sur notre discussion là, avec la première partie. Ouais. Ça vient vraiment chercher nos auditeurs. Ça clive un peu aussi. Je pense qu'il y a de tout. Hein? Je pense que chaque personne vit ça à sa manière. La notion de dire, moi, je m'attends à être un client ou je vais voir un show puis ça a telle heure, ça part. Mais tu me disais pendant justement la pause, parce que je vais lire un commentaire, un auditeur qui dit ça finit trop tard avec les premières parties. Le monde travaille le lendemain, contrairement aux artistes qui, eux, peuvent se lever tard. Toi, tu y penses à ça hein, quand tu fais ta programmation, ta planification des spectacles. Quand même. Moi, j'ai un petit côté, il faut dire, là, un peu trop première de classe, genre être en retard. Avec la ponctualité, je suis assez tête. Fait que, ben, j'y pense. Oui, j'y pense parce que c'est un gros programme. Des fois, les shows sont sur semaine. Puis moi, j'aime l'idée des premières parties. Je trouve que cet aspect-là de découvrabilité est super important, mais j'essaie aussi de penser que, de toute façon, moi, chaque artiste a sa façon d'entrevoir la scène, mais je ne commencerai jamais un show une heure après. Là. C'est hors de question que dans ma tête, ça puisse être possible, mais ça, c'est une question de personnalité aussi. Là. Je lis d'autres commentaires de nos auditeurs. La douce voix d'Ariane Moffat, c'est de la crème pour l'âme. J'ai bientôt 60 ans et j'adore l'écouter chanter toutes ses chansons. C'est vraiment, ça me fait du bien. Merci et continue de nous nourrir. J'adore des personnes dans mes shows aussi, tu sais, comme cette dame ou ce monsieur, 60 ans. J'ai pas un public non plus dans mes salles avec le temps qui a passé, qui est très, très ciblé dans un groupe d'âge. Puis je trouve ça trippant de voir des jeunes. J'étais à Santa Teresa, un festival... un peu, pas underground, mais qui se veut un peu en marge des grands festivals de Montréal. Puis avec des mélomanes qui étaient là, ça dansait, c'était une moyenne d'âge plus basse, puis d'autres shows, ben, j'ai comme la petite fille avec ses grands-parents, puis ça, je trouve ça le fun aussi de rejoindre beaucoup de gens. Je voudrais dire, c'est un message que je lis un autre, je voudrais dire qu'Ariane Moffat est pour moi, ça revient, la meilleure chanteuse au Québec. En tant qu'immigrante, c'est une immigrante, elle dit « J'ai découvert la musique québécoise grâce à Ariane Moffat, donc je l'adore énormément. » Ça me fait triper. Quand des gens issus de l'immigration viennent me dire « Moi, j'ai appris le français ici avec ta musique, ou Montréal. » ou je trouve ça vraiment trippant. J'adore l'idée de rejoindre des gens de toutes les cultures. Et là, c'est pas trop le fun. Garde, je vais te montrer une feuille qu'on vient d'apporter en studio. Je peux-tu repartir avec pour mes jours gris? Ben oui, on peut les rassembler, sérieux. C'est agréable à lire, puis il y a beaucoup de questions d'auditeurs. Ce que je vais essayer de faire, là, à vous qui êtes à l'écoute, à la fin de l'heure, on va essayer de se faire une question-réponse rapide, mais beaucoup de questions très pertinentes. Mais bon, là, on arrive à un moment dans l'entrevue, je ne sais pas si tu es au courant, mais chez mes invités, chaque semaine, j'ai toujours une discussion avec un proche ou quelqu'un de l'entourage. Ah non! Comment ça, non? Non, mais je savais pas. Ben oui. OK, il y a un volet surprise. Oui, un volet surprise. Okay. L'idée, c'est d'apprendre à vous connaître différemment. Puis ces moments-là, ça nous ouvre vraiment des belles portes de discussion qu'on n'aurait pas autrement, justement. Alors, j'ai demandé à cette personne, en fait, cette personne avait envie de parler de tes grandes qualités. Je pense que pour à peu près tout le monde, c'est comme indéniable que sa qualité, c'est la musique, son talent créatif est extraordinaire, mais il y a des éléments qui sont beaucoup plus personnels, qui sont des qualités incroyables et peut-être même un peu étranges, comme sa ponctualité. Ariane, possiblement liée à son enfance, c'est certainement une des personnes qui arrive le plus à l'heure voir une demi-heure à l'avance. Il y avait une twist pour me niaiser. Une qualité formidable et que pas tout le monde peut avoir. Qualité extraordinaire, Harry, cachée peut-être un peu aussi, c'est une femme un peu enfant qui s'allie avec les enfants et donc avec nos enfants
d'une manière complètement émouvante, hyper naturelle. C'est une femme qui est capable de jouer, puis qui est super dynamique. C'est le genre de parent qui, mettons, contrairement à des parents dont je suis, qui va prendre l'auto puis qui va aller aux zoo de Granby, qui va aller au go-kart, qui va aller prendre à la ronde comme personne d'autre est capable de le faire. Et ça, c'est absolument admirable. Je l'aime beaucoup puis je nous trouve bien bonne. Moi, dans notre société 2025, d'être un couple comme ça, à moitié public, qui dure, puis qui offre le modèle de l'homoparentalité très rare, qui, je pense, est souhaitable dans notre société. Alors, ouais, voilà, une grande femme que je respecte puis que j'aime beaucoup. Je pense que c'est une des premières fois qu'elle intervient comme ça dans le cadre d'une entrevue. C'est Florence. Oui, c'est ma blonde, tout le monde. Marcel La Deneau. femme de ma vie des 20 dernières années, la co-maman de nos 3 fils, qui a parlé avec un petit sourire humoristique, comme si vous la connaissez plus. Seule, elle est capable de parler de ma ponctualité, mais en disant quasiment que c'est un peu too much. C'est drôle avec les premières parties. Mais non, mais c'est super émouvant. Merci d'avoir fait appel à ma blonde pour me parler à travers le micro comme ça. Puis tu dis que c'est la première fois que tu l'entends s'exprimer comme ça de toi. Elle, son métier est basé sur la confidentialité. Elle est psychologue. Donc, dans notre rapport de vie publique, de couple public, on n'est pas tant en avant comme couple ou comme famille, tout ça. Donc, c'est au compte-goutte un peu les moments où on va être ensemble dans les médias et tout ça. Fait que ça me fait plaisir. Puis on dirait qu'il y en a de plus en plus là. Puis je dois respecter cette importance du confidentiel pour que c'est ça, dans son travail, il n'y a pas une incidence sur trop connaître de sa vie intime à elle, tu sais. Fait que ça m'habite toujours. Mais là, ça me fait encore plus... ça me surprend encore plus positivement que vous l'ayez accroché comme ça, probablement 2 patients dans son téléphone de bureau. Je confirme que c'est exactement ce qui est arrivé. Mais on n'a pas eu besoin de lui tordre un bras pour participer. Vraiment, j'ai discuté une 20aine de minutes avec elle. Puis, il dit après, garde-moi, là, je me dégage n'importe quand pour parler de Marie. Là. Vraiment contente de participer. Mais d'ailleurs, tu sais, elle a mis l'accent sur votre famille. Mm-hmm. Vous avez été, je dirais, des pionnières ici au Québec à avoir des enfants dans un contexte où on parle d'homoparentalité. Moi, dans mon esprit, vous êtes les premières à avoir vécu ça puis à ne pas vous en être cachée. Ouais. Pas nécessairement affichée, tu sais, pas de faire la grosse. C'est un peu ça, hein? Oui, effectivement. Moi, c'est sûr que j'ai fait un coming out plus officiel à Tout le monde en parle en 2012. Parce que j'étais rendue là, moi, il n'y avait aucun tabou dans ma vie privée avec ma famille, mes amis, mais c'est sûr que publiquement, ça m'a pris du temps un peu avant de tout lâcher puis d'un peu exprimer qui j'étais entièrement. J'avais un peu des craintes. Ça a été un cheminement qui n'a pas été si facile. Puis après ça, quand je l'ai fait, ça a été tellement le fun. Ça m'a tellement libérée. Puis autour du projet familial, là, il était hors de question que je ne sois pas entière et complètement transparente pour mes enfants, de dire, hey, nous, on est une famille homoparentale, on a un projet de famille, on a toujours voulu des enfants toutes les deux, voici, ça, c'est nous. Et effectivement, peu de modèles. On niaise toujours avec Catherine Levac. J'en parle un peu de ce temps-ci, mais on avait fait un numéro ensemble que finalement, elle a tout de suite après, elle a copié. Elle est devenue lesbienne. Elle a eu des jumeaux. Puis, elle partage sa gérance avec ma sœur. Mais je blague, là, mais tout ça pour dire que là, il y en a de plus en plus. Mais oui, moi, j'avais pas beaucoup en tête. Puis je trouve que ça en prend. Puis Florence, que vous avez entendu, a été aussi une source un moteur, une source de motivation à dire, tu sais, let's go, là, Harry, arrête d'être semi-transparente. Puis c'est ça. Puis aussi des regroupements comme Attends, mais pourquoi semi-transparente? Je sais pas. Au niveau public, tu sais... Moi, pendant certaines années, aujourd'hui, on nomme la bisexualité non-binaire, la nomenclature de toutes les possibilités dans la fluidité, autant de l'identité sexuelle que du genre. Tout a un nom, tu sais, mais pendant, tu sais, j'ai eu des relations avec des gars, j'étais comme, ça a été pas si clair, vite, fait que j'étais pas toujours prête à m'afficher complètement. Donc, le temps que ce chemin-là se fasse. Mais sinon, la génération en dessous de moi était très décomplexée aussi. J'ai des regroupements comme Let's Spread the Word qui ont fait des magazines, des séries, toute cette jeunesse-là. Puis aujourd'hui, encore plus. Là, je regarde la génération des jeunes lesbiennes, c'est
politique, l'identité, l'orientation sexuelle. C'est très mis en avant, la politique de ça. Mais c'est vrai que toi, c'est arrivé ça fait pas si longtemps, mais quand même dans un moment où on était dans une espèce de transition. Oui, une transition, puis qu'il y a eu le temps de rechanger parce que là, les droits reculent. Je veux dire, il y a eu comme toute une époque, en tout cas. Oui, moi, j'ai fait partie de ça. J'imagine que j'ai incarné ça aussi pour contribuer au changement puis à la démocratisation des couples publics homosexuels, c'est ça. Puis féminins. Oui, exact, c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce qu'on voyait plus d'hommes que de femmes. Vraiment, beaucoup. Puis parents, ma grande fierté. Justement, parents, est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions à Florence et toi par rapport à ça? Quand on dit modèle, est-ce qu'on se tourne vers vous pour dire comment ça se passe? Bien, mettons, là, si on vient de terminer le mois de la diversité, tu sais, j'ai répondu plus que jamais à l'appel aussi souvent dans l'urgence en ce moment de répondre à des reculs par rapport à l'homophobie en étant une mère de 3 garçons qui vont à l'école. Quand j'entends les sondages du GRI qui disent à quel point le retour à l'homophobie est criant, moi, je me sens vraiment mobilisée. Je sens que tout ce que je peux faire pour contrer ça, pour dialoguer, c'est comme une responsabilité. Fait que c'est ça. Il y a une campagne en ce moment avec la Fondation Émergence qui met l'accent sur les alliés, les gens comme toi à l'extérieur de la communauté, mais qui sont prêts à... Je me rappelle encore de ton super balado. Oui, le village, meurtre, combat, fierté, à Radio-Canada. Ce rôle d'allié-là, de prendre parole, d'aborder des enjeux sans aide nécessairement dans la communauté LGBTQ, c'est fondamental. Fait qu'il y a cette campagne-là en ce moment. Bref, je sais pas où je m'en vais avec mes skis, mais... On va s'en aller à une pause, ma chère Ariane. Ariane Moffat, c'est celle qui est notre invitée cette semaine en longue entrevue. Vous avez un mot, une question pour elle, écrivez-nous dans la messagerie. C'est le 985. Love is love. Oui. 98. Et c'est avec Ariane Moffat qu'on passe l'heure. Ariane, il y a tellement de commentaires pour toi, là. J'en lis quelques-uns. Ariane Moffat a chanté pour mon fils hospitalisé à Sainte-Justine, juste pour lui, parce qu'il était alité. C'est un moment qui nous a marqués. Il est parti avec ce souvenir, j'en suis sûre. D'abord, nos condoléances à vous, chère auditrice. C'est un beau geste que tu as posé à aller chanter pour lui. Bien, la musique, pour moi, c'est un cadeau. J'en parlais justement la semaine passée à l'émission, au balado de Marie-Claude Barrette. On parlait de la mort, puis je disais à quel point je me trouvais... j'avais pas eu beaucoup de deuil de personnes proches dans ma vie, mais que souvent, avec la musique, j'avais vécu des moments comme celui-là, dont la maman, que je salue, évoque, qui m'ont permis de me rapprocher de moments complètement... d'une grande intensité. Ça m'a fait vivre un privilège d'intervenir, mais pour moi, c'est la musique qui fait ça. Fait que oui, je suis allée faire quelques moments comme ça auprès des enfants, au phare aussi, centre palliatif pédiatrique. Tu peux prendre une gorgée d'eau. Oui, c'est... Mais je trouve ça beau parce que, tu sais, malgré justement la tristesse, la perte de cet enfant-là, ta présence dans sa vie a clairement été marquante pour que sa mère prenne le temps de t'écrire aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Oui, moi aussi, ça me touche beaucoup. Ça a été quoi, justement? Tu parles, il y a beaucoup de moments dans ta carrière. Ça a été quoi le moment le plus marquant pour toi jusqu'à maintenant? L'élément que tu as vécu, là, que tu vas te souvenir toute ta vie. Oh là là, c'est difficile. Quand tu me poses une question comme ça, j'ai l'impression de voir en accéléré tellement de beaux moments. Tu sais, j'ai eu une période aussi où je suis repartie à zéro en France, où j'ai ouvert pour Mathieu Chédid, un autre grand artiste mentor pour moi, à faire des premières parties avec mon pied comme un kick de drum puis ma guitare devant, tu sais, des Bercy pleins. Ce côté-là de reconquête, même si aujourd'hui, tu sais, ça n'a pas mené à un succès international dithyrambique, mais ces moments-là sont importants, comme formateurs, de dire je repars à zéro ailleurs, puis je vis des affaires incroyables, puis je rencontre un nouveau milieu, puis sinon, j'ai de la misère à nommer une chose, mais ce que je vois, puis ce que je ressens, puis ce que j'entends avec ces commentaires-là, pour moi, c'est le privilège de la longévité. C'est de dire 25 ans, les générations changent, je suis encore aussi passionnée, j'ai encore des gens qui me suivent. Je pense que c'est le plus beau moment, c'est de constater le fait la longévité. de ma carrière, puis de pouvoir goûter à ce que j'aime le plus comme ça, encore aussi bien et aussi fort après toutes ces années-là.
J'ai poursuivi la conversation avec Florence. OK. Partout, les défauts. Florence, ta blonde. Non, on n'est pas allé là, mais je lui ai demandé une chose qu'on ne sait pas de toi. As-tu une idée? Ça peut être quoi? Je vais la laisser parler. OK, on l'écoute, la réponse tout de suite. Je pense qu'elle est de plus en plus à l'aise à ce qu'on reconnaisse publiquement le fait qu'elle a peut-être une petite affection neurologique qui s'appelle prosopagnosie. Je crois aussi que le valeureux Brad Pitt reconnu aussi être affecté par ce trouble qui est d'avoir peine à reconnaître les visages. Et quand je l'ai rencontré, Harry, ça m'a frappé parce qu'on était appelés à croiser toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes dont le visage nous est personnalité publique très, très, très familier, n'est-ce pas? Je nommerai personne, mais donc on pouvait rencontrer une personnalité publique plus que connue et Ariane le reconnaissait pas ou la reconnaissait pas. Puis 20 ans plus tard, je pense que maintenant, elle reconnaît elle-même que, bon, ça se pourrait. Je vais vous dire que ça a donné lieu quand même à des anecdotes savoureuses, là, comme par exemple offrir toutes ses sympathies à quelqu'un pensant qu'il s'agit de ce gars-là dans sa tête qui vient de se séparer, mais oups, non, pas du tout. Il s'agissait d'un autre musicien, parce qu'avec toute sa sollicitude puis avec toute sa sensibilité, tu sais, il va avoir un désir de prendre des nouvelles puis de faire le suivi sur les dossiers, tu sais, des gens qu'elle aime, mais oups, de se tromper de personne. Ton non-verbal, Ariane Moffat, en dit tellement long. Parce que Florence a commencé à parler. T'es reculée sur ta chaise, t'as mis tes pieds sur l'autre chaise à côté, bien installée pour écouter ta blonde voir commenter ta situation. Mais que c'est intéressant, Ariane. Là, on découvre des choses de toi. À ce jour-là, OK, Flo est psychologue, elle avait fait un travail sur la prosopagnosie. Je me suis toujours défendue. Ben non, c'est juste parce que les gens me reconnaissent, puis moi, j'angoisse, puis j'ai peur de ne pas les reconnaître, puis je sais pas si je les connais ou si c'est juste des gens qui me disent « Hey, j'aime ta musique », fait que là, ça me crée comme... Mais tu sais, je suis rentrée dans le studio ici aujourd'hui, puis je t'ai dit « Mon Dieu, j'ai vu Geneviève Peterson dans le corridor, puis j'ai fait « Allô », mais c'est après que je l'ai reconnue, puis là, j'ai dit « C'est ma prosopagnosie ». J'en parle maintenant. Mais c'est drôle parce qu'à un certain moment, tu disais... Qu'est-ce que tu disais? Ben non, mais je sais pas. J'ai pas été diagnostiquée officiellement, mais je crois ma blonde. Puis c'est vrai que des fois, c'est carrément une affaire de l'ensemble du visage où tu te mets à douter, mais tu le sais, mais tu comme ici, un petit changement, ça te fuck. En tout cas, vous irez lire là-dessus. Prosopagnosie. Et ouais, je sais pas qu'est-ce que... Je pense que je sais pas. Ça me crée des moments drôles, disons. Mais moi, j'aime ça parce que c'est vraiment tourné en humour, tu sais. Puis là, je t'imagine arriver... Ah, mais tu sais, mes condoléances, vous avez perdu, tu sais, comme... Ouais, genre d'affaires comme ça, comme elle l'a décrit, là. Tu sais, toute ma bonne intention. Puis des fois, je me dis, arrête de douter. C'est ça, c'est cette personne-là. Puis là, puis là je fonce. Puis des fois, c'est comme une fois sur deux. Bon, ça c'est dit. Donc, vous saviez pas ça de moi, à moins que vous ayez écouté une couple de balado. On dirait récemment, je me dévoile. Il y a un autre élément aussi qu'elle a dit qu'on ne savait pas de toi, c'est que tu dévores des romans. Mm-hmm. Elle dit, elle pourrait en lire, puis tu lis très, très rapidement. Ça, c'est un trait là, que tu as. Oui. J'adore la littérature, j'adore lire. C'est un lieu où c'est un refuge, un plaisir. Puis c'est pas dans de la performance, c'est pas... j'ai pas besoin d'en parler tant que ça. C'est sûr que j'aime partager des belles lectures, mais c'est vraiment, vraiment une passion. Ariane Moffat, on s'arrête un instant pour une pause. Question, mot pour elle, écrivez-nous dans la messagerie 98985. On est en compagnie de Ariane Moffat, autrice, compositrice, interprète. Ariane, j'en profite tout de suite parce qu'on n'a jamais assez de secondes à la fin pour remercier comme du monde après l'entrevue. Tu me dis-tu que c'est fini, là? Non, pas tout de suite. Okay. Il reste quelques minutes, mais je veux te dire merci tout de suite d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été si généreuse avec nous, avec les auditeurs aussi. Vraiment, c'est apprécié de notre part. Merci. J'aurais manqué vraiment quelque chose si j'avais refusé cette belle invitation-là. Ah, mais voyons! Es-tu sérieux? Ça fait bien plaisir, ce commentaire-là.
Je vis vraiment un beau moment. Ah, merci. Je lis des commentaires d'auditeurs qui vivent aussi un beau moment. Ariane Moffat, quel bel être humain, authentique, magique. Magique. Oh, encore la chanson, non. Magique, qui met dans la lumière une communauté qui en a besoin, tout en nous touchant par son art et sa personne. Il est là pour toi. J'ai un show demain, j'ai hâte. Ça me met dedans. Moi, je le dis, chaque occasion, je la mets tout le temps. Puis là, j'ai la chanteuse devant moi qui a fait la reprise. Il y a une question pour toi aussi dans la messagerie. Qu'est-ce que tu as appris en travaillant avec Daniel Bélanger que tu mets encore en pratique? Qu'est-ce que j'ai appris? My God, la capacité d'être tellement dans le moment quand il chante. Tu sais, moi, j'étais là en arrière au clavier, puis je le voyais, c'était métaphysique, l'abandon dans ses chansons, la capacité de connecter d'une manière tellement pas forcée. C'est ça. Il y a quelque chose qui s'explique pas trop, mais je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a une connexion si forte avec son public. Puis je le voyais aussi beaucoup déconner entre ses chansons. Ah ouais? Des fois, là, ce caractère-là, là, son côté drôle, on connectait beaucoup sur tous les jeux de mots, puis son humour. C'est la personne la plus drôle que je connaisse. Travailler sa crowd, je sais pas. Ça a été vraiment comme une classe de maître de commencer ma carrière comme ça, dans un poste d'observation privilégié, à le regarder, travailler. Puis il n'a jamais été paternaliste ou à montrer des choses. C'est pas du tout son genre. Mais j'ai beaucoup appris en le regardant comme un poisson dans l'eau sur une scène, là. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans l'avenir? Vraiment, là, je veux juste que l'équilibre de la vie que je suis en train de placer avec mes fils qui rentrent au secondaire, les plus vieux, puis l'équilibre famille-travail soit préservé. C'est tellement riche de pouvoir avoir réalisé ça, une famille avec 3 enfants, un couple qui dure, puis une carrière qui m'apporte autant. J'aimerais juste être capable de continuer à en profiter. Mais comment vous faites pour y arriver, justement? Parce que, non, mais c'est vrai, là, la tournée est là, on s'en va partout au Québec, 3 jeunes enfants, femmes très occupées aussi. Exact, qui travaillent à plein temps et pas pour la compagnie, comme pas pour moi, là, tu sais, sa carrière. Ça a été des années difficiles au niveau de la conciliation. Mais on dirait que là, on est passé à travers parce que là, je me sens plus mal de partir. Flo reprend des congrès, elle s'en va à Copenhague pour son travail. Puis, tu sais, c'est plus rochant de dire... En même temps, j'ai le beau rôle, là. C'est moi qui pars les soirs et les week-ends. Fait que j'en dois une à ma douce moitié d'avoir tenu le fort comme ça toutes ces années puis d'avoir accepté que nos horaires sont tellement différents. Mais le jour, je compense pour les rendez-vous d'orthodontiste puis toute la job. Fait que ouais, on a travaillé fort. Je dis pas que ça a été facile. Je dis pas que c'est la partie... Tu m'as demandé la partie de mon métier que je préférais. J'avais de la misère à nommer, mais celle que je trouve le plus difficile comme femme, comme mère... c'est celle-là de la conciliation de ma carrière avec ma vie familiale. Mais j'ose croire que le pire est derrière, qu'on a tenu bon. Mais oui, on te souhaite. En tout cas, c'est bien parti. Si le pire a été passé, c'est sinon, bon Florence, pour l'avenir. elle n'aurait pas parlé là, comme ça pendant la... Elle aurait dit, hey, non, moi, je te parle pas d'Ariane. Pas Harry, c'est Ariane. Non, écoute, j'ai senti tout l'amour qu'elle a pour toi. Puis là, je sens tout l'amour que tu as pour elle. Puis un grand projet, un grand rêve professionnel. Un mot. Mon Dieu. Produire à 100% l'album d'un artiste que j'admirerais ou faire la musique d'un bon film ou refaire du cinéma. J'en ai, là. En tout cas, si je suis jeune artiste, je sonne à ta porte clairement pour que tu produises mon premier album. Ariane Moffat, autrice, compositrice, interprète. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Air de jeu est disponible, on peut l'écouter. Merci encore à toi. Merci.